PDG de Sedima. Le préjudice est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Opération militaire dans le sud du pays. Les bases de Salif Sadio démantelées par les éléments de la Grande Muette. Souleymane Ndiaye, secrétaire général du parti S2D, appelle à l'union sacrée pour trouver une solution définitive à la crise casamançaise. Remous au ministère de l'enseignement professionnel et technique. Les travailleurs exigent le départ de l'actuel ministre Dame Diop. Ils ont assiégé leur administration pour réclamer plus de considération à leur égard. Et puis, c'est dans la douleur que les ressortissants sénégalais basés en Ukraine ont rallié la capitale française. Un voyage périlleux et difficile qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Témoignage de leur péripéties avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. À la une de ce journal, cette affaire entre les paysans de Nengeler et le PDG de Sedima qui avait provoqué une véritable polémique, un véritable tollé il y a de cela quelques mois. Eh bien, ça y est, première victime de ce conflit, de ce litige foncier, le maire de Sindia et ses présumés complices qui vont passer leur première nuit en prison. Thierno Diagne et ses deux acolytes ont été placés sous mandat de dépôt au terme d'une audition qui a duré 2 heures. La plainte, je le rappelle, concerne donc une affaire foncière qui porte sur une assiette de plus de 4000 hectares. Les mises en cause sont poursuivies notamment pour escroquerie sur un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Et le point, c'est avec Abdourahmane Diallo. Thierno Diagne va passer sa première nuit en prison aujourd'hui. Le maire de Sindia, arrêté mardi dans une affaire d'escroquerie foncière, a été entendu avec ses supposés complices par le parquet plus de 2 heures. Mais lors de cette audition, il n'a pas réussi à convaincre le procureur et même le juge d'instruction. Ces derniers finiront par le placer sous mandat de dépôt. Le maire de Sindia est mouillé dans une affaire de terre de plus de 4000 hectares dans sa commune évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Les différents mouvements citoyens de Sindia n'arrêtaient pas de dénoncer l'expropriation de leurs terres. Ils accusaient leur maire d'être l'auteur de cette forfaiture. Et selon nos sources, Thierno Diagne a trouvé plusieurs plaintes sur la table du procureur et différentes autorités sont intervenues pour sa libération. Mais le parquet a dit niet. Il faut rappeler que Thierno Diagne vient d'être réélu à la tête de la mairie de Sindia. Allez, nous partons dans le sud à présent pour parler de cette opération de démantèlement en Casamance. Les bases de Salif Sadio démantelées donc le long de la frontière sénégalo-gambienne. Tempidour, bastion du chef rebelle, est désormais dans l'escarcelle de l'armée sénégalaise et nombreux sont les déplacés qui ont rallié la commune de Djakunda. Le point, c'est avec Bakary Konté. Après ces pilonnements, l'armée poursuit ses actions de sécurisation dans le sud du pays. Elle a déployé les gros moyens pour mettre fin au trafic illicite de bois et de chanvre indien. En Casamance, l'armée contrôle désormais la base rebelle de Tampindour de Salif Sadio dans le nord Sindian. Cette base rebelle est la source d'approvisionnement financier de Salif Sadio, car c'est ici que tous les camions qui acheminent le bois vers la Gambie payent les taxes et cet argent est utilisé pour la prise en charge des hommes de Salif Sadio installés sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Après avoir pris le contrôle de Tampindour, l'armée est à l'assaut des autres bases rebelles de Salif Sadio. Des tirs nourris à l'arme lourde déchirent l'atmosphère dans les villages frontaliers à la Gambie. Présentement, la commune de Djakunda reçoit chaque jour des réfugiés venant des zones de conflit. Bakary Konté, Sédhiou et Radio Futur Média. Et nous restons toujours avec cette crise en Casamance. Le secrétaire général du parti S2D, lui, appelle au dialogue. Souleymane Ndiaye invite les acteurs politiques à plutôt mettre l'accent sur la paix et l'union sacrée pour qu'enfin une solution définitive soit trouvée au conflit casamancé. Je vous l'annonçais en titre, affrontement ce mercredi à la sphère ministérielle de Diamniadio entre membres du syndicat de l'enseignement professionnel et les forces de l'ordre. Les syndicalistes voulaient assiéger leur ministère de tutelle pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils ont été repoussés par les forces de sécurité, mais comptent poursuivre leur combat. Et nous écoutons Amar Khan, leur porte-parole, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Observe un mutisme total de notre ministère, comme qui dirait qu'aujourd'hui,
tout va très bien au sein de la formation professionnelle. Alors que nous sommes le secteur le plus oublié dans le système éducatif sénégalais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons maintenu la cadence en continuant nos plans d'action. Et nous ne comptons pas nous arrêter, sauf si on parvient à avoir un accord qui permettra de résoudre complètement les problèmes basiques que nous rencontrons tous les jours au niveau de notre carrière. Parce que nous disons simplement appliquer les textes. Les textes disent que tout fonctionnaire a le droit à l'avancement. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'absence de volonté de nos autorités de faire avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit nous n'allons plus rester seulement les bras croisés, mais nous allons aujourd'hui engager une lutte sans fin. Nous sommes à notre 7e plan d'action. Donc les plans d'action s'articulent autour des débrayages et des grèves, mais comme vous le savez, on y va petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation, mais demain, comme je l'avais dit, qu'on s'attende à d'autres programmes que nous allons dérouler. Parce que cette année, quand même, nous disons, nous ne pouvons pas chaque année aller en grève, perdre du temps et revenir. Cette année, il faut qu'on règle toutes ces questions-là. La question des indemnités de déplacement aussi est importante chez nous. Donc aujourd'hui, il est important de dire à la face des Sénégalais que trop c'est trop et que nous sommes mobilisés plus que jamais à avoir gain de cause. Un autre mouvement d'humeur à présent, il concerne les travailleurs du quotidien national Le Soleil. Ils réclament des conditions de travail adéquates pour mener à bien leur mission. Ils indexent la gestion du directeur général Yakham Bey qui, pour eux, instaure le malaise constaté au sein de la boîte. 2 parmi ces agents seraient à l'heure actuelle d'ailleurs privés de salaire. Les détails, c'est avec Mamadou Fall. Les médias publics semblent être dans la tourmente après la réunion tendue des agents de la RTS, ceux du Soleil qui se font entendre, leur voix résonne en dehors même de leur lieu de travail. L'astre national risque de s'éteindre avec les agissements du directeur général Yakham Bey, selon les travailleurs. Nous n'avons que ça aujourd'hui pour montrer quand même aux populations, aux autorités de ce pays que le soleil ne brille plus et la situation elle est déplorable et ça ne peut plus continuer malheureusement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la suspension du salaire de certains agents. Nos 2 camarades n'ont plus de salaire et avant ça quand même je dois rappeler que vous avez vu derrière moi ce sont des véhicules qui sont là, qui ont été achetés depuis juin et qui ne roulent toujours pas. Le parc aujourd'hui il est vieillissant, nous avons des véhicules qui tombent en panne régulièrement au cours des reportages. Pour sauver les médias publics, il faut nécessairement une union des forces avec la création d'une plateforme devant prendre en charge toutes les préoccupations de l'ensemble des travailleurs. Nous avons négocié depuis, nous, en ce qui nous concerne à la RTS, depuis près de 2 ans. Au Soleil, c'est presque les mêmes pratiques. À l'APS, ce sont les mêmes pratiques. Nous avons le devoir de défendre notre outil de travail. Nous avons le devoir de sauver l'audiovisuel public parce qu'aujourd'hui, nous sommes servis sur le contribuable sénégalais. Déposer un préavis de grève. À l'issue des 30 jours prévus par la loi, nous allons entamer ici une grève illimitée. Nous allons bloquer ce journal ici. Si les autorités n'essaient pas de régler le problème du soleil, je pense qu'ils ne seront pas surpris de constater que le soleil ne paraîtra pas sous peu. Plus jamais de négociations au soleil, le vœu de certains travailleurs, c'est le limogeage imminent de Yakham Bey, qui constitue en lui seul tous les maux de l'entreprise. Le respect du code de la presse, l'interdiction de certaines publicités allant à l'encontre de nos valeurs, entre autres doléances inscrites dans le tout nouveau projet de cahier de charges applicable aux radios de proximité du Sénégal. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel compte ainsi accompagner les hommes des médias pour l'amélioration du secteur. Une journée de réflexion s'est tenue ce mercredi. Talla Dieng est le président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Diop. Nous, on avait, en tout cas nous, dans les cahiers de charges passés, on interdisait à la radio communautaire de faire de la publicité. D'autres facteurs, c'est le facteur de ce qu'il appelait politique. Pour nous, ça nous a toujours posé des problèmes. On ne savait pas qu'est-ce qui était politique et qu'est-ce qui ne l'était pas. Faire en ce que, surtout, l'attribution de fréquences. C'est vrai que la loi ne nous confère pas d'avoir un avis par rapport à ça. Mais la pratique a montré aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont eu des attributions de fréquences communautaires qui n'ont absolument rien à voir dans le secteur. Et tout ça, je pense que le Sénégal, dans le texte,
préliminaires en tout cas j'ai vu, il y a des ébauches. Bien que maintenant on a des avis, et ces avis-là, nous allons les porter dans la salle pour que cela puisse intégrer dans le document final. Le moment est venu donc, le Sénégal nous a présenté un projet de cahier des sages dont nous sommes en train de discuter. Et je profite de l'occasion pour remercier cette ouverture du Sénégal envers les acteurs de radio communautaire pour que nous puissions arriver ensemble dans un consensus dynamique. Et nous restons avec le CNRA qui a interpellé le maire de Guédiawaye, par ailleurs homme des médias, au motif qu'il ne peut être juge et partie. Le CORED appuie ainsi la position du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Selon les membres du comité d'observation, il y a un conflit d'intérêts flagrant et pour des raisons d'éthique, Ahmed Aïdara doit tout simplement se plier à la volonté du CNRA. Chartio. Le CNRA passe à l'acte. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a saisi la direction de la CNTV concernant l'affaire Ahmed Aïdara, par ailleurs maire de Guédiawaye. Le CNRA, son interlocuteur, ce n'est pas les journalistes ou les animateurs de presse. Nous, nos interlocuteurs, ce sont les patrons d'organes. Je pense qu'il y a une constatation qui a été faite. Et cette constatation est unanime par rapport à tous les professionnels de ces métiers ici au Sénégal. Et nous avons adressé donc un courrier à la directrice générale de CNTV. Je pense qu'au niveau de CNTV, la directive, la mise en demeure que nous avons envoyée a été bien comprise. Et nous espérons que les corrections idoines seront apportées. Vraiment, je m'en voudrais de dialoguer avec M. Aïdara parce que vous le savez, nous avons beaucoup de respect pour sa fonction et encore une fois, il nous revient de faire respecter les textes dans le paysage audiovisuel et je pense que nous allons être compris et bien compris par les autorités de CNTV. Un rappel à l'ordre qui vient à son heure, selon le CORED, qui tient à l'assainissement du secteur. Il doit comprendre que la revue de presse est un champ journalistique et un journaliste doit rester à équidistance de toutes les chapelles. Et il y a lieu d'ailleurs de clarifier pour son cas quand ce moment, par exemple, ce qui donne la qualité de journaliste, comme nous sommes dans une phase d'assainissement, c'est cette carte-là, la carte nationale. Et quand vous regardez dans le code de la presse, l'article 37 interdit formellement à un agent de programme de faire un travail à caractère journalistique. Et dans cette catégorie, on peut ranger la revue de presse. Donc le rappel du CNRA est venu à son heure. L'assainissement du secteur des médias est en cours avec la confection de la carte nationale de la presse. Le dernier délai est fixé au mois de juin. La plateforme nationale des professionnels du bois crie son ras-le-bol. Ces professionnels peinent aujourd'hui à tirer profit de leur travail du fait de la cherté du bois et des autres matériaux utilisés dans la confection des meubles. Ces menuisiers veulent une baisse sur le prix du bois pour éviter une faillite à leur entreprise. Ils ont tenu un point de presse ce matin. Serine Diop, leur porte-parole, est au micro de Abdoulaye Anne. Les difficultés de la menuiserie tournent autour de la matière première que nous avons besoin pour le bon travail. La cherté du bois, la cherté aussi de tout ce qui est matière première, les clous, la colle, les contreplaqués, tout ça, tout est cher. Tout est cher. Et on a dû remarquer une hausse des prix vraiment qu'on juge anormale. Ça fait quelques années de cela, on achetait à bon prix. Mais à présent, tous les prix sont au level higher, très cher. Jusqu'à présent, par rapport à la commande publique, on entend toujours les 15%, mais on n'en a pas encore accès. Par rapport à nous, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises d'ici, on n'en a pas accès. On entend 15%, mais vraiment, pour y mettre la main, il faut tout un chemin. Il faut des papiers d'ici, des papiers de cela. Et vraiment, c'est difficile par rapport à pas mal d'ici, mais pas mal de gens, des chefs d'atelier qui sont ici, des maîtres apprentis qui sont ici. Bon, nous avons à leur supplier. Nous nous supplions devant eux à ce qu'ils nous aident.
à ce que la matière première dont nous avons besoin, le bois et tout ce qui est quincaillerie, deviennent plus chers, à ce qu'ils baissent même les taxes par rapport aux commerçants qui importent le bois et les matières premières, à ce que ça soit moins cher, à ce que tout un chacun parmi nous se voit là-dessus et dans les meilleures conditions. Allez, parlons consommation à présent. Journée mondiale des consommateurs oblige. La rédaction a fait un tour au marché. Sur place, les acheteurs se plaignent du coût des denrées de première nécessité. La plupart des Sénégalais interrogés déclarent n'avoir pas vraiment senti cette baisse tantôt annoncée récemment sur certains produits tels que le riz ou le sucre. Aminata Mbaresso et Younous Diatta ont fait le marché pour nos reportages. Rond-point Sandaga, en plein centre-ville de la capitale sénégalaise, lieu de rencontres et d'échanges commerciaux. Sur la question relative au coût de la vie à Dakar, les réponses sont unanimes. La vie est chère. La vie est trop chère, surtout les denrées de première nécessité, le riz, l'huile, le lait, tu vois. Je déplore aussi le fait que les prix ne soient pas stables. Ça a été toujours la même chose, mais incendie, il faut gagner metti. Je pense que la crise, impact. Se plaignent des mêmes mots, la cherté de la vie, denrées de première nécessité, matériel de construction, entre autres besoins vitaux, avoir subi une hausse. Des charges familiales, souvent difficiles à supporter, surtout pour les familles à revenus faibles. Au-delà des denrées de première nécessité, le ciment et le fer ont connu une hausse sur le prix. Le kilogramme de riz, l'huile, mais aussi même le poisson ou même la viande. Les prix ont connu une hausse. On ne sent pas la baisse parce que on a dit qu'il y a une baisse, mais tu ne le sens pas. Tu vas au marché tous les jours, le kilo de viande, ça ne change pas, le kilo de riz, ça ne change pas, litre d'huile, ça ne change pas. Tu vois, donc, mais la baisse. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de défense des consommateurs, les Sénégalais appellent les autorités à davantage travailler pour une baisse considérable sur les denrées de première nécessité. Nous sommes en mars et tout au long de ce mois, les femmes sont à l'honneur. Ce soir, nous vous intéressons à une foire qui leur est dédiée. Djaba VIP, c'est le nom de cette foire qui est une initiative d'un collectif de jeunes dames pour célébrer justement les efforts consentis par cette frange de la population. Alors, il s'agit d'une exposition de produits et autres articles issus de la créativité féminine, une bonne trouvaille pour rendre hommage à ces actrices de développement et ainsi renforcer leur potentiel. Iboudouf. Les hommages à la femme se suivent mais se ressemblent guère. Et quand les concernés décident de parler à leur propre nom, ça donne un large éventail de produits comme cette exposition dénommée Sargal Djigeni. On est là pour le mois de mars, on a organisé. Tu sais que les femmes sénégalaises sont trop fortes. Et on a des tenues traditionnelles, des hommes, des robes, il y a aussi des chourailles. Aussi. Oui, on représente la brave femme sénégalaise. On s'investit quotidiennement pour gagner notre vie. Dans cette ferveur du mois de mars, le savoir-faire et la créativité des bonnes dames sont à l'honneur, comme dans cette foire, avec des articles riches et variés. Ça permet d'élargir notre carnet d'adresses et de montrer ce qu'on fait. D'autant plus qu'on est dans le bio, des produits du terroir. Donc ça nous permet de montrer ce qu'on fait. On est tout le temps travailleuse, on est tout le temps en action, on est tout le temps là en train de faire de belles choses. Pour les visiteurs, l'initiative de la foire Sargal Djigeni est salutaire et mérite d'être pérennisée. Parce que nous venons juste de sortir de la journée mondiale dédiée aux femmes. Donc quand je vois en tout cas des jeunes dames qui sont en train de travailler, il y a toute une exposition, il y a des habits, tout ce que les gens utilisent en tout cas. Je lance un appel au chef de l'État, le président de la République, d'aider davantage en tout cas les femmes sénégalaises parce qu'elles sont vraiment braves. Après la journée du 8 mars, la quinzaine de la femme, le mois de mars,
offre l'opportunité de chanter la gloire des femmes, des moments aussi pour ces artistes et autres acteurs de l'artisanat de montrer leur créativité au grand public. Allez, nous quittons la capitale, direction le nord du Sénégal, plus précisément Wendou Bosséabé, un village devenu un véritable pôle de production agricole. Les exploitations familiales, principales sources de revenus, sont une aubaine pour les nombreux jeunes en quête d'emploi. Grâce à l'appui financier des Fils du terroir, les habitants du Wendou Bosséabé se transforment peu à peu en exploitants de cultures maraîchères. Ali Bandelnian a fait un tour dans la localité. Le point avec lui. C'est au début de la pandémie Covid-19 que l'eau est devenue gratuite en faveur des populations de Wendou Bosséabé. Près de 2 ans après cette mesure, les habitants de cette localité du département de Kanel se sont transformés en de véritables producteurs. Les exploitations agricoles et maraîchères occupent même les espaces des maisons. Dans ce village, on dit qu'on ne paye pas l'eau, c'est bien sûr, parce que toutes les factures passent par le chef du village. Donc, à l'aide d'Arnoudia, surtout depuis le corona est venu, que le village ne paye pas l'eau. Encore, la population bénéficie, telle sorte encore l'agriculture, surtout les jardins partout dans le village, jusqu'à le forage du village a trop saturé. Arnaud Moussadja avec son frère, ils ont dit que non, il faut qu'on construise un autre forage. Les gens produisent, si on fait la production, il faut toujours augmenter le nombre de forages pour que la population va bénéficier. En manière générale, ici, on cultive tout. On cultive le riz, on cultive tous les légumes, le maïs, toutes sortes de légumes, vraiment, on cultive. Toute saison, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 mois, on cultive. Les réalisations d'une SIPA, d'une plateforme des femmes et même d'une unité de transformation par le gouvernement viennent viabiliser les actions de Harouna Dia, le bienfaiteur de Bosséabé. Ici à Wendou Bosséabé, il y a de plus en plus l'agriculture, ça prend de l'ampleur. De plus en plus les dames, les hommes, tout le monde s'implique dans la production maraîchère parce qu'avant c'était plus la production rizicole. Ouais. Mais là, de plus en plus, les gens ils sont dans la production maraîchère. C'est une activité qui vient compléter les ressources alimentaires et puis les fins de mois qui sont difficiles, quoi. Cet émigré établi au Burkina Faso vient de lancer les travaux d'un 4e forage pour accroître les productions d'eau à Wendou Bosséabé, où l'on prépare activement les récoltes du maïs au périmètre des pères de famille à Djoulol. Le comité des délégués du marché central aux poissons de Pikine a renouvelé ses instances. Le président sortant, Mamadou Sow, a été réélu pour un nouveau mandat. Il compte s'inscrire dans la continuité. Toutefois, il invite les autorités compétentes à trouver des solutions aux problèmes d'assainissement du marché. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Anne que nous retrouvons. Doléance, oui, il y en a. Donc nous interpellons à ce niveau le président de la République, M. Macky Sall, et le ministre Aline Ndoye. Et sinon, c'est que tout le monde a c'est le même constat à tous les niveaux. Ils ont une très profonde responsabilité. Ils ont une très profonde, ma foi, team au niveau du secteur de la pêche en général, mais du marché central aux poissons en particulier. Donc nous les exhortons, nous les demandons solennellement à ce qu'ils nous appuient davantage pour réaliser en tout cas les vœux restants, c'est-à-dire la canalisation, les vestiaires pour les marailleurs, c'est-à-dire une infirmerie, etc., etc. Nous savons également que le budget de 2 milliards a été alloué au marché central aux poissons. Nous demandons au président à ce que cet argent soit à la disposition du ministère. Le cadre de concertation pour le développement de la pêche artisanale menace d'organiser 3 jours de grève. Les pêcheurs dénoncent la présence des bateaux étrangers qui, selon eux, pillent les ressources halieutiques. À Saint-Louis, nos correspondants se sont rendus dans une maison dans le quartier des pêcheurs de Guet-Ndar. Sur place, ils ont constaté le désarroi de ces pêcheurs et de leurs familles avec un poisson qui se fait de plus en plus rare au Ousseynou Diop. Nous sommes à Guet-Ndar, le quartier des pêcheurs de Saint-Louis. Ici, plus de 98% de la population vivent de la pêche. Un secteur de l'économie qui vit des moments difficiles depuis quelques années. Les acteurs se prononcent et encouragent leurs camarades qui comptent organiser 3 jours de grève pour alerter l'opinion sur les multiples maux qui gangrènent le secteur de la pêche. Cette année, nous n'avons rien gagné. Toutes les pirogues des Sénégalais ont été détruites par les bateaux de pêche. Nous ne pouvons plus pêcher normalement. Les responsables des bateaux sont très dangereux. Dans cette maison, située au cœur de Guet-Ndar, le décor symbolise le désarroi des pêcheurs en ces temps qui courent. Assurer même les 3 repas devient une tâche difficile, voire impossible.
Vraiment, nous sommes très fatigués à cause des bateaux de pêche. Auparavant, on faisait moins de 38 km pour pêcher. Aujourd'hui, il faut faire plusieurs centaines de kilomètres, car le poisson se fait de plus en plus rare. Pour Awandiaï, la population guendarienne est à bout de souffle à cause des licences de pêche octroyées aux bateaux étrangers. Les maisons des Guendariens sont vides. Tous les jeunes sont partis en Espagne à cause des difficultés que rencontrent les pêcheurs. Les jeunes veulent aider leurs parents, mais ils ne peuvent pas le faire car la mère ne nourrit plus son homme à cause des licences de pêche octroyées aux étrangers. Les pêcheurs sont inquiets pour l'avenir du secteur à l'agonie, combiné avec la présence des bateaux étrangers qui pillent nos maigres ressources. Les bateaux sont très puissants, contrairement aux pirogues. C'est pourquoi nous ne sommes plus en sécurité. Le cadre de concertation pour le développement de la pêche artisanale au Sénégal est monté au créneau et a menacé d'organiser 3 jours de grève, une décision appréciée par les acteurs de la pêche, qui est le poumon économique de la ville de Mamkoumabag. Retour sur l'actualité judiciaire de cette édition avec l'avocat Maître El Hadji Diouf qui demande l'emprisonnement du leader de PASTEF. Selon le défenseur des intérêts de la victime Adji Sarr, Ousmane Sonko a violé l'obligation de signature du registre du contrôle judiciaire. Le président du parti PTP déclare que la justice ne doit pas être faible à ce stade du dossier. Nous l'écoutons, il était en conférence de presse. Ses propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. Sonko s'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice, la plus belle dame du Sénégal. Il insulte tous les juges, procureurs, juges d'instruction, nouveau juge d'instruction, nouveau doyen des juges. Il n'épargne personne. Si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. Allez, nous parlons statistiques à présent avec le recensement général de la population prévu en juin 2023. Bien, pour la mise en œuvre de la cartographie censitaire, qui est justement une étape clé de ce recensement, un comité régional de développement a été organisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Objectif partagé avec les autorités administratives, des informations mais aussi des contributions. Une rencontre qui a permis à l'ANSD de solliciter l'aide de l'administration territoriale pour une réussite des activités de la cartographie. Compte rendu Fat Bintou Conté à Lundiagne. En vue de préparer le 5e recensement général de la population prévu au mois de juin 2023, une cartographie censitaire va être menée à partir de ce mi-mars sur l'étendue du territoire national. La cartographie censitaire consiste à localiser l'ensemble des habitats du Sénégal, les maisons, en vue de préparer le grand recensement, le dénombrement qui aura lieu en juin 2023. Et cette activité demande la mobilisation de tout le monde, notamment la mobilisation des services déconcentrés, des services également, tous les services de l'État, pour pouvoir préparer cette activité-là. Et cela nécessite des moyens humains et logistiques conséquents. Le recensement est une opération très complexe qui demande une mobilisation d'une très forte logistique, en termes de mobilisation de véhicules, en termes également de mobilisation de ressources humaines, financières et autres. Et donc ce que nous attendons de l'administration déconcentrée, c'est plus précisément de nous accompagner dans la mise en place du dispositif déjà au niveau local. Puis est appelé à contribution. Tous les acteurs territoriaux seront mobilisés, à commencer par le gouverneur de région, pour que tout ce que l'opération nécessitera comme moyen soit mobilisé, moyens humains, moyens matériels, sans oublier évidemment la sécurisation des opérations et la sécurisation également des opérateurs. Et comme tout recensement, des contraintes existent. L'ANSD
compte sur l'administration territoriale pour y faire face. Je vous le disais en titre, guerre contre l'Ukraine, l'impact fortement ressenti par les ressortissants sénégalais qui ont dû fuir Kiev pour sauver leur vie. Actuellement en France, ces réfugiés ont pris d'assaut le consulat de Paris pour trouver aide et assistance auprès des autorités consulaires. Ils reviennent avec nous sur le parcours périlleux effectué pour rallier la capitale française. Les témoignages sont recueillis par Thioromar Ndiaye. À première vue, on dirait l'image d'un restaurant. Que non, nous sommes bien au consulat du Sénégal à Paris. Des locaux envahis par 37 Sénégalais qui ont fui la guerre en Ukraine. Certains témoignages, comme ceux de François Ayadi, vous laissent sans voix. Moi, je vivais dans la ville d'Odessa, en Ukraine, avant de fuir vers la Pologne, à bord d'un train avec un compatriote. Les Ukrainiens nous ont interdit d'embarquer dans un premier temps parce que nous sommes des étrangers, avant d'accepter en échange de $100 par personne. Sachant que nous avions de l'argent, ils sont revenus nous demander de payer $150 au lieu de $100. Ils ont même menacé de nous laisser dans la forêt. N'ayant pas de solution, on a cédé à leur chantage en payant $150. Ils sont encore revenus à la charge pour nous demander de casquer plus, sous prétexte que le dollar a chuté à cause de la guerre. Des actes racistes et des raquettes envers ses compatriotes qui ont vécu l'enfer sur l'axe Ukraine-Pologne. C'est le cas de Souleymane Ndiaye, retenu dans un camp de réfugiés en Pologne alors qu'il était souffrant. J'ai fait plus de 2 semaines sur la route qui me menait en Ukraine. Je peux dire que je fais partie des Sénégalais qui ont le plus souffert. Quand je suis arrivé en... On les aide également par rapport à leur démarche administrative, en tout cas au niveau du consulat général, à savoir le renouvellement de leur passeport qu'on a fait gratuitement. Et ceux qui n'avaient pas également de pièces d'identité sénégalaise l'ont fait. Et certains d'entre eux également qui n'avaient pas de pièces d'identité sénégalaise avec la carte d'électeur ont souhaité également s'inscrire. Ils espèrent refaire leur vie en France, mais il leur faudrait du temps pour oublier le passé. Ce déjeuner solidaire offert par le consulat du Sénégal est comme une sorte de thérapie pour ces réfugiés. Petit rectificatif, un reportage de notre consoeur Nyatamba avec le commentaire de Thioromar Ndiaye. L'actualité sportive, c'est parti et ça démarre sur les parquets. 2 éditions de la Baol, 2 échecs pour les clubs représentant le Sénégal. Des difficultés dans cette compétition qui démontre l'écart entre le haut niveau africain et le basketball local, ce qui pousse les spécialistes à réclamer l'instauration d'un championnat professionnel. Le reportage est signé Chersadi Boudjara. Comme l'année dernière, le représentant du Sénégal n'est pas qualifié au 2e tour de la Basketball African League. Même avec l'avantage de jouer à domicile, le Dakar University Club est éliminé. Un dur apprentissage du haut niveau pour le basketball local. Mais il faut dire que si ça continue comme ça, on risque de nous imposer le passage forcé par des phases de qualification. Donc je crois que c'est assez inquiétant. Maintenant, il n'y a pas trop péril en demeure aussi parce qu'on en est qu'à la 2e édition. Je crois que donc, les clubs sénégalais, la Douane l'année dernière, le Duc cette année, auront au moins à cœur de bien apprendre. Et une fois donc qu'on sera à la 3e édition, nous espérons avoir de meilleurs résultats. La satisfaction, c'est que ce sont des joueurs locaux qui ont quand même pu porter le Duc à un certain moment. Donc ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait au niveau local. Les échecs au niveau, ça se prépare. Comment ça se prépare? Ça se prépare au niveau local par un championnat professionnel. Il faut au moins que ces joueurs soient confrontés à beaucoup de matchs de haut niveau. Pour cela, il faut impérativement qu'on ait un championnat professionnel. La Basketball African League, une marche encore haute pour le basketball sénégalais. Une difficulté qui peut être surmontée avec une meilleure maîtrise du calendrier et plus de compétitivité pour les clubs.
Allez, du basketball, nous passons au handball. La Coupe d'Afrique des Nations de handball messieurs, Maroc 2022, de nouveau reportée au lieu du 22 juin au 2 juillet. Eh bien, elle va se tenir plutôt du 11 au 18 juillet prochain. Le Sénégal fait partie des pays qualifiés, mais le tirage au sort des poules n'est pas encore effectué. Et puis foot avec cette tuile pour Alfred Gomis, le gardien de but du Stade Rennais a été victime d'une fracture au doigt. Sa durée d'indisponibilité est estimée entre 8 et 10 semaines. La conséquence immédiate, eh bien, c'est qu'il est forfait pour la double confrontation entre le Sénégal et l'Égypte, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde. Et voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez Abdoulaye Der. Il reçoit ce soir Mignane Diouf, président du Forum social. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée. À demain.